studio Ahmadouba de Radio Sénégal et c'est l'heure du journal avec Ibrahima Sadi et Marianne Senghor. Bonjour Ibrahima. Bonjour Marianne. La une du journal. À la une de l'actualité, la suite de la visite officielle du président gambien au Sénégal, Adama Barrow est à Touba. Dans la capitale du mouridisme, le chef de l'État gambien prendra part à la grande prière du vendredi en compagnie du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. La gendarmerie en phase avec le chef de l'État dans sa volonté d'éradiquer la criminalité. En tournée dans la région de Matam, le général Maïssa Niang annonce le renforcement du dispositif sécuritaire dans cette partie du Sénégal. Pendant ce temps, la police poursuit le démantèlement du gang de Mansour Diop alias Thialé. Le principal receleur de ces criminels a été arrêté. Il s'agit d'un homme âgé de 30 ans domicilié à Grand-Yoff et se faisant appeler Baye Fall. En France, pour combien de temps encore tiendra-t-il? François Fillon, le candidat des Républicains, est lâché de toutes parts. Son principal conseiller, Thierry Solaire, c'est son conseiller en communication, porte-parole, a annoncé tout à l'heure sa démission. Et après la page internationale, Ibrahima Sadi, on aura le sport avec Tandra Ndiaye. L'invité du jour est le ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui se prononce sur les actions menées par la CEDEAO dans la crise post-électorale en Gambie. Et en fin d'édition, la revue de presse avec Arona Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bonjour à toutes et à tous. Le président gambien poursuit sa visite au Sénégal. Adama Barrow est arrivé tout à l'heure à Touba. Il effectuera la prière du vendredi aux côtés du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Hier, les deux chefs d'État du Sénégal et de la Gambie, le chef de l'État donc Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow, ont animé une conférence de presse au menu des échanges avec les journalistes. La sécurité, la coopération, la lutte contre la coupe illicite de bois et le retour de la paix en Casamance ont été abordés. Aujourd'hui, vous l'avez dit Marianne, Adama Barrow est en visite dans les différentes cités religieuses du Sénégal. Il est à Touba. Nous attendons d'un moment à l'autre l'appel de notre reporter Abdoulaye Ban. Ibrahima Sadi. Le président Barrow est bien arrivé à Touba. Non, pas du tout, mais cela ne va pas tarder, Ibrahima, puisque le gouverneur de région, accompagné du préfet de Mbacké et de l'adjoint au sous-préfet de Ndam, sont ici à l'accueil. Il y a également Serigne Cheikh Bara Matilaye, le fils du khalife. Il y a également Serigne Lat Diakhaté, le chef de village de Touba, et pas mal d'autres personnalités qui sont là. Le dispositif sécuritaire a fini donc d'être mis en place. Le port de Touba, donc, où Adama Barrow est attendu d'un moment à l'autre. Adama Barrow avait sollicité à quelques 20 jours précisément, de la présidentielle gambienne, les prières du khalife. C'était à Taoufekh, village de retraite de Serigne Sidi Mokhtar. Il lui avait promis, raconte notre source, de lever tous les blocages dans la coopération sénégalo-gambienne, d'œuvrer pour une coopération exemplaire entre les deux républiques sœurs et la paix, bien entendu, en Casamance. Il est venu, poursuivre notre source, remercier le khalife Serigne Sidi Mokhtar et lui réaffirmer sa volonté d'honorer cet engagement. C'est la première fois, donc, cette visite de Barrow à Touba, rappelons-le, revêt un cachet historique. C'est la première fois qu'un président gambien rend visite à un khalife général des Mourides. Adama Barrow prendra part tout à l'heure à la prière du vendredi aux côtés du khalife général des Mourides avant de s'envoler pour Kaolack. Ibrahima Sadi. Voilà, merci à vous Abdoulaye Ban en direct de Touba. Lutte contre l'insécurité. La sûreté urbaine a mis la main sur le principal receleur du gang de cambrioleurs dans la commune de Dieuppeul. Il s'agit d'un homme âgé de 30 ans, domicilié à Grand-Yoff. Il se faisait appeler Baye Fall et se présentait comme plombier de profession. Il a été cité par Mansour Diop alias Thialé comme étant son principal receleur. Les précisions de l'adjudant Henri VI, porte-parole de la police nationale, au téléphone de Jean-Baptiste Sané. La division des investigations criminelles avec la sûreté urbaine de Dakar, qui est notre unité spécialisée dans la lutte contre la grande criminalité et la délinquance, ont associé leurs efforts pour mener des enquêtes suite aux différents cambriolages qui ont eu cours ces dernières semaines au niveau de Dakar. C'est ainsi que donc les gangs sont tombés un à un. Le premier, il s'agissait du gang cambrioleur de EDK de Thiès, qui ont été appréhendés au niveau de Kaolack, à 10 km de Kaolack, à Kavil, par le commissaire central de Thiès, avec ses éléments.
Le second gant est celui de Tchalé, Mansour Diop, alias Tchalé, et le dernier se révèle être l'un des cerveaux de plusieurs braquages sur plusieurs points de Wari, Kassor et Liberté 6 tout dernièrement. Et hier, les hommes du commissaire El Hadji Dramé, chef de la sûreté urbaine de Dakar, ont donc pu interpeller aussi également celui qui était son receleur, en la personne d'un certain S. Fall, dit Baye Fall. Adjudant Henri VI, oui. Quelle est la suite à donner à l'enquête? Comme les plaignants se sont présentés, ils sont en train d'être auditionnés. Certainement, ils vont se constituer partie civile et donc certainement vont demander des dommages et intérêts aux mises en cause. Après la fin de la procédure, on va transmettre au niveau du procureur qui va décider de la suite à donner à cette enquête. Voilà, donc c'était Henri Boumissi, porte-parole de la police nationale, au téléphone de Jean-Baptiste Boukop Sané. Toujours dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et la délinquance, le haut commandant de la gendarmerie annonce des mesures fortes. En visite dans la région de Matam, le général Meïssa Niang n'a pas occulté la lutte contre le terrorisme, qui est également au cœur de sa politique de sécurisation des populations. Le général Meïssa Niang au micro de Daouda Niang. Je suis venu pour écouter la présentation du commandant de compagnie et des différents commandants de brigade de la région de Matam pour m'enquérir de leurs conditions de travail, constater certains manques relatifs aux effectifs, relatifs également au matériel. Donc avec les moyens qui seront dégagés par M. le Président de la République, je pense que nous allons très rapidement satisfaire ces requêtes pour que notre pays soit à l'abri de l'insécurité, à l'abri des attaques terroristes. C'est justement une visite qui arrive au lendemain donc, de la sortie du chef de l'État lors du Conseil des ministres interpellant surtout les hommes de sécurité. Quelles vont être les mesures phares aujourd'hui de votre corps? Oui, c'est vrai que ces dernières semaines, nous avons enregistré quelques cas de braquage, de meurtre même dans certains cas. Les services de sécurité et de défense, dont principalement la gendarmerie et la police nationale, sont à pied d'œuvre depuis quelques semaines déjà pour entrevoir des opérations d'envergure conjointes ou même coordonnées de part et d'autre, et que pour les jours à venir également des plans anti-braquage, des plans anti-cambriolage seront déroulés sur l'ensemble du territoire national pour faire face à ces phénomènes criminels. Les actions seront prises à cet effet pour que nos concitoyens vivent dans la paix et la quiétude. Voilà, donc c'était le général Meïssa Niang, haut commandant de la gendarmerie, au micro de Daouda Niang. À Noto Djobas, dans la région, les populations ne sont pas contentes après la suppression de la seconde commission pour la carte d'identité CEDEAO. Noto Djobas, dans la région de Thiès, là-bas, les populations sont vent debout après cette décision des autorités. En plus de cette commission, elle réclame une autre, celle-là itinérante, pour sillonner les coins et recoins de cette localité Khadioum. La suppression de la seconde commission d'inscription sur les listes électorales à Noto Djobas n'agrée guère les populations. Ces dernières estiment que l'arrêt de cette deuxième commission a ralenti les inscriptions dans la commune. Elles se font au compte-gouttes. Les populations sont même obligées de rebrousser chemin tellement l'attente est longue. Charles Faye, habitant de la localité. Il y a une commission qui a été supprimée et nous, par de nos efforts qu'on a pu consentir, rien que pour maximiser carrément les inscriptions au niveau local. Nous avons pu circuler les 67 villages de Djobas pour les sensibiliser pour qu'ils aillent s'inscrire au niveau des listes électorales. Et à notre grande surprise, nous voudrions et nous exigeons à l'autorité à ce que cette deuxième commission soit rétablie. En plus du rétablissement de la seconde commission, les habitants de la commune veulent une commission itinérante qui va sillonner les villages les plus reculés de Noto Djobas. Charles Faye. Nous demandons aussi à ce qu'il y ait une commission itinérante parce que au niveau des villages aussi environnants et les plus reculés, ils ont eu aussi des problèmes pour venir vraiment s'inscrire. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde du fait que les gens sont venus hier en masse et ils sont retournés sans s'inscrire. Et c'est dommage. Pour un rétablissement rapide de cette commission, les populations interpellent les autorités administratives de la région. Khadioum Thiès, Radio Sénégal. La bonne info, c'est Radio Sénégal. SOS pour la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kolda. Ce lieu de culte qui date de 1951 soigne pendant l'hivernage
Il est devenu exigu. Pour contenir les fidèles, l'évêque de Kolda plaide pour sa réhabilitation. Monseigneur Jean-Pierre Bassène a lancé cet appel à l'occasion de la pose de la première pierre de l'église de Wélingara Ismaïla Massali. La paroisse cathédrale Notre-Dame de Victoire de Kolda vit difficilement ses vieux jours. Ce lieu de culte qui date de la période coloniale peine à contenir les fidèles et il soigne aussi pendant l'hivernage. Une situation qui préoccupe l'évêque Jean-Pierre Bassène. L'église mère du diocèse qui est la cathédrale de Kolda qui date de 1951 est petite. Et pendant l'hivernage, quand je célèbre avec mes diocésains, l'eau coule dans l'église. Une fois, ça s'est passé devant des visiteurs étrangers, j'avais honte. Pendant qu'on priait, l'eau coulait et les gens se mettaient de côté pour ne pas être mouillés. L'église est en l'état jusqu'au moment où je vous parle. Le prochain hivernage va couler là-dedans encore. Suffisant pour que le guide religieux plaide pour la réhabilitation de ce lieu de culte. Alors, je souhaite, et je le dis aux chrétiens du diocèse, que notre église cathédrale soit réhabilitée, soit plus grande, que nous puissions avoir au niveau de Kolda un lieu de culte digne de ce nom, parce que l'église cathédrale est devenue trop exiguë pour contenir les fidèles. Au sujet du projet de construction de l'église de Wélingara, Monseigneur Jean-Pierre Bassène remercie vivement les autorités administratives et communales pour l'avoir autorisé. Ismaël Mansali, Kolda, Radio Sénégal. Merci Ismaël Mansali. Les chrétiens vivent dans la foi et l'abstinence depuis mercredi. C'est le temps du carême, 40 jours de privation et d'abstinence. Le carême, c'est également au moment de partage. Les dépenses sont réduites. Notre reporter Tida Sané a visité quelques familles chrétiennes à Liberté 1. Voici son reportage. Le carême chez les catholiques, c'est 40 jours d'abstinence et d'intense communion avec le Christ. Les habitudes changent. À Liberté 1, Madame René Dien, une septuagénaire, n'a pas perdu ses habitudes, même si sa santé ne lui permet plus de jeûner. Je fais beaucoup d'abstinence. Je suis dans la prière. Après la Légion de Marie, je suis allée au chemin de la croix. Je fais mon abstinence, je me prive de beaucoup de choses. Pour moi, le carême, c'est toute l'année, toujours. Parce que toujours, on doit faire ce qui plaît au Christ. Ce n'est pas parce qu'on va faire un mois de carême. Après le carême, retourne à ce que nous faisions. Le carême, on nous demande de changer. Et la vie. Le carême, c'est également un moment de pardon, mais surtout de partage, pas de dépenses inutiles, car un seul repas est recommandé par jour. Il n'y a pas de changement. À part qu'un repas qu'on fait, il n'y a pas de changement. Pourquoi changer? Pourquoi dépenser plus aussi? C'est pas normal. Où est le carême dans tout ça? Le carême, il y a la pénitence et l'abstination. C'est ça le carême. L'abstination en tout, pour les repas, pour les boissons, pour les festivités et tout ça. Il y a un temps où on doit s'arrêter et nous retourner vers Dieu. C'est parti pour 40 jours de prière et de communion avec le Christ. Les chrétiens vivent le carême dans la foi en attendant avec impatience la résurrection du Christ au jour de Pâques. Merci Tida Sané. Direction Paris où le Salon international de l'agriculture entame sa dernière ligne droite. Et le Sénégal qui prend une part active à ce grand rendez-vous des agriculteurs en est à sa 16e participation. Hier, le ministre de l'Agriculture, Dr Pape Abdoulaye Seck, a visité le stand sénégalais. Il a constaté, pour s'en réjouir, la montée en puissance des produits transformés. Cependant, il recommande une bonne communication autour de ces produits. Ces propos sont recueillis par notre envoyé spécial dans la capitale parisienne, Françoise Evichao. Après avoir visité les différents stands, je peux constater comme vous qu'il y a une réelle amélioration de la qualité, une réelle amélioration des emballages. Il y a aussi un professionnalisme de plus en plus avéré de l'ensemble des acteurs. Enfin et surtout, il faut ajouter à cela une bonne diversité de l'assortiment des produits présentés qui est l'expression d'une diversification de notre agriculture. Il y a, il faut le dire, une montée en puissance des produits transformés, ce qui est une excellente chose car usuellement on évalue entre 20 et 40% les pertes post-récolte. Donc la transformation nous permet de lutter contre ces pertes post-récolte et d'avoir plus de valeur ajoutée. Mais il faut dire qu'il y a du chemin à faire. Il nous faut communiquer plus, il nous faut communiquer mieux pour que le grand public puisse effectivement prendre conscience et connaissance des multiples acquis enregistrés en ce qui concerne l'agriculture sénégalaise.
et nous allons nous y atteler. À l'évidence, il convient de retenir, après avoir visité tous ces stands, que l'agriculture sénégalaise est en train de se bonifier. Elle est en train de se diversifier. Elle est en train d'être dans une dynamique de progrès durable et continu. Mais il nous faut aller plus loin. Il nous faut aller plus loin en vue de matérialiser intégralement la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Enfin et surtout, il y a de l'espoir. Et nous allons transformer graduellement notre agriculture. C'est une évidence. L'agriculture sénégalaise est en train de subir une véritable métamorphose. Elle va être plus compétitive, elle va être plus diversifiée, elle va être plus durable. Voilà donc, c'était le docteur Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture. Il était interrogé par François-Xavier Thiaw. Et sans transition, Ibrahima Sadi, nous passons à l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, la fin de l'audition des 10 accusés du procès des disparus du Novotel. Ces hommes, militaires ou miliciens, fidèles à l'ancien président Laurent Gbagbo, sont accusés d'avoir enlevé 4 hommes, dont 2 Français, dans un hôtel abidjanais en pleine crise post-électorale et de les avoir tués au palais présidentiel. Ces inculpés ont fait face hier après-midi à la juge d'instruction française qui a mené conjointement l'enquête pendant 6 ans avec une consoeur ivoirienne. Tournée du Conseil de sécurité de l'ONU dans les pays touchés par Boko Haram. Les émissaires des 15 pays membres de l'organe exécutif des Nations Unies entament ce vendredi cette tournée. Elle débutera par l'extrême nord du Cameroun. Elle devrait se poursuivre au Tchad où la force multinationale mixte a son commandement. Pour les diplomates onusiens, ils se rendront au Niger et au Nigeria. Il faut dire que cette mission du Conseil de sécurité de l'ONU intervient au moment où la crise sécuritaire posée par Boko Haram s'est transformée en une crise humanitaire inquiétante. En France, le porte-parole de François Fillon démissionne. Thierry Solaire, député des Hauts-de-Seine et organisateur de la primaire de la droite, a annoncé mettre fin à ses fonctions de porte-parole du candidat de Fillon. Outre son porte-parole, François Fillon a perdu depuis mercredi son trésorier de campagne, son directeur adjoint de campagne, son représentant pour les affaires internationales, ainsi que de nombreuses personnalités de poids ou de petites mains de campagne. Et selon Libération de ce vendredi, près de 70 élus auraient déjà ouvertement lâché le candidat des Républicains. Voilà donc Ibrahima Sadi, c'est la page internationale qui met un terme à la première partie de cette édition. Rappel des titres. La suite de la visite officielle du président gambien au Sénégal, Adama Barrow, est à Touba, dans la capitale du mouridisme. Le chef de l'État gambien prendra part à la grande prière du vendredi tout à l'heure en compagnie du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. La gendarmerie en phase avec le chef de l'État dans sa volonté d'éradiquer la criminalité. En tournée dans la région de Matam, le général Maïs Niang annonce le renforcement du dispositif sécuritaire dans cette partie du Sénégal. Pendant ce temps, la police poursuit le démantèlement du gang de Massour Diop alias Thialé. Le principal receleur de ces criminels a été arrêté. Il s'agit d'un homme âgé de 30 ans, domicilié à Grand Yoff et se faisant appeler Baïfal. Et puis en France, pour combien de temps encore tiendra-t-il François Fillon, le candidat des Républicains à la présidentielle, est lâché de toutes parts. Son porte-parole Thierry Solaire a annoncé tout à l'heure sa démission. Radio Sénégal, les sports. Voilà donc la page des sports est présentée en direct par Tandakha Ndiaye qui vient de nous rejoindre. Bonjour Tandakha. Bonjour à tous, bonjour Marianne Senghor. Voilà, et en ouverture, c'est du football chez nous avec la Ligue 2 qui débute sa 13e journée cet après-midi. Oui, tout à fait. Le stade Demba Diop qui ouvre justement les hostilités avec le Port qui reçoit à 15h30 l'équipe de Kayor Foot. À 17h, Yigo qui défie le leader Dakar Sacré-Cœur. La suite, c'est demain, samedi, avec la Pikine qui joue contre le Ndarguet, c'est à Alassane Djigo. La Sonacos est visitée par l'équipe du Duc à Diourbel. Et dimanche, la suite avec le déplacement d'Africa Promo Foot chez les Ngorois. À Moro, c'est l'Etix qui y reçoit la Renaissance de Dakar et que l'équipe de Barguet, dans son désormais réceptif sportif, eh bien, qui accueille les Diamono de Fatick, c'est à Louga. La 13e journée de la Ligue 1, elle se joue demain et dimanche. Avec Gorée en quête d'un déclic, puisque
donc avec la réception de l'équipe de Mbour Petite Côte, c'est à 15h à Demba Diop. Autre équipe en mal d'inspiration, le Ndiambour de Louga. Le Ndiambour qui vient visiter l'équipe de la Douane à 2h à Demba Diop. Avec le troisième match, c'est à Ziguinchor où l'équipe de Teungueth FC à son périlleux déplacement fera face au Casa Sport, et que le lendemain dimanche avec les Crabes de Guédiawaye toujours sur le podium, et donc ils vont accueillir Génération Foot, un match considéré comme le match au sommet, avec également la Linguère de Saint-Louis qui reçoit à Mawadouad l'équipe de Djambar de Sali, alors que l'équipe de Niary Tally se déplace du côté de Mbour pour affronter le Stade. Et puis le dernier match, c'est lundi, le Jaraaf qui va recevoir l'US Ouakam. Très fiers de nos Djambar Tandakha en Zambie, nos juniors ont battu hier l'Afrique du Sud. Oui, et c'est pourquoi le Ngozi Sigalela n'a pas justement sonné à Manawasa, puisque nos juniors sont revenus de très très loin après avoir été dominés 2-0 à la première mi-temps. Il aura fallu justement cette révolution collective en faisant concession au mental, mais aussi à un jeu assez stéréotypé devant les Sud-Africains, assez volontaire du reste, 4-3. C'est donc le score de ce match, un match plein de passion, mais aussi de rebondissement. Alors il faut dire, Marianne, que désormais, la ligne de mire, c'est le Cameroun, dimanche à 13h, l'une des cartes les plus importantes pour conserver la première place du groupe B. Pendant ce temps, Soudanais et Sud-Africains seront aux prises. Et puis à suivre demain samedi, la dernière journée dans le groupe A, 13h, Guinée-Mali. Et à la même heure, la Zambie reçoit l'Égypte. À présent, du basket pour changer de discipline. Oui, on va parler des huitièmes de finale de la Coupe du maire de Dakar. Hier, à Marius-Ndiaye, chez les garçons, la Jeanne d'Arc s'est imposée 65-36 devant l'équipe de Dissau. À l'affiche des quarts de finale, AS Douane Jeanne d'Arc, Sibac contre US Ouakam, Asfa ASC Ville de Dakar. Le vainqueur des Baloks, USFA, qui rencontre le vainqueur Mermoz Duc chez les dames. On connaît le tableau des quarts de finale avec la Coupe du maire. À suivre ASC Bop US Ouakam, Jeanne d'Arc Duc, ASC Ville de Dakar, Desbalocs et fonctionnaire Jaraaf. Après la balle au panier, Marianne Senghor, certainement vous aimez la balle ovale. Bien sûr, c'est pour le rugby. Voilà, exactement. Voilà. Alors, Maître Guedel Ndiaye qui rempile à la tête de cette fédération, puisque l'Assemblée générale l'a élu pour 4 ans. Les tâches de ce bureau, c'est justement de maintenir le top 4 africain et de développer la discipline en y intéressant les plus jeunes à l'école. Voici justement le directeur administratif de cette fédération de rugby. Elle a dit Mamadou Diène Diouf au téléphone de Bassirou Silla. L'année s'est passée de belle manière. On a vu la solidarité et cette démocratie interne qui est une marque du rugby, parce que c'est en famille et avec des valeurs de solidarité, de dépassement de soi, qui font que cette fédération marche dans un consensus. Le bureau qui vient d'être élu pour un mandat de 4 ans, donc ils sont élus, appelés à travailler pour hisser la fédération vers ses nouvelles missions et objectifs. Comme la Fédération sénégalaise de rugby aujourd'hui fait partie des 4 premières nations du rugby en Afrique, a un objectif de se maintenir dans le top 4 africain. Quels sont maintenant les nouveaux chantiers de ce bureau au plan national? C'est toujours la mission de développement, parce qu'aujourd'hui, le rugby se trouve dans 9 régions. Le rugby doit se pratiquer dans toutes les régions. Et l'autre côté, c'est la petite catégorie que nous cherchons à développer en basant notre stratégie sur l'école. Parce que les enfants, c'est dans les écoles qu'il faut aller les trouver. Donc, le sport à l'école, c'est un domaine qui est actuellement relancé au niveau du ministère. Et aujourd'hui, la fédération se donne tous les moyens pour réussir cette mission, c'est-à-dire intégrer plus d'écoles, d'essayer d'atteindre plus de jeunes et surtout aussi des filles. Une discipline pas très connue au Sénégal, mais qui est née justement en Angleterre, dans la ville de Rugby, inventée par William Bep Ellis. Et je vous donne cette nouvelle, c'est vrai qu'une nouvelle qui accable Lamine Diack et du reste tous les Sénégalais, puisque des soupçons de corruption sur l'attribution des Jeux Olympiques 2016 à Rio. Eh bien, le site de du Monde qui révèle qu'un homme d'affaires brésilien a versé $1,5 million, plus de 800
200 millions de francs CFA au fils de Lamine Diack, alors président de la Fédération internationale d'athlétisme. Son fils Papa Massata Diack est indexé lors de cette affaire qui, en tout cas, date de 2009. Cela a permis au Brésil d'organiser les Jeux de 2016. Et donc, c'est ce qu'a révélé Le Monde. C'est une affaire à suivre. Affaire à suivre. Tandakha Ndiaye. Jean-Pierre Sène, ancienne gloire du football sénégalais, honoré ce matin par le ministre des Sports. Oui, le ministre des Sports, Matar Ba, a honoré un grand sportif, un grand footballeur, Jean-Pierre Sène, à travers une cérémonie. Et donc, l'ancien international de football et agent de la RTS, Matar Ba, lui a en tout cas rendu un vibrant hommage devant sa famille, ses amis, le CNOS, les fédérations sportives, l'US Gorée, son ancien club, la fondation Abdou Diouf Sport Vertu, l'association des anciens internationaux de football, mais aussi la presse sportive regroupée au sein de la NPS. En un mot, tous les acteurs du sport, nous y reviendrons avec nos reporters. Mais si vous aimez, Marianne, les arts martiaux, oui, je voilà, les aime. par exemple, le judo. Alors là, je vous parle justement de judo et puis direction Saint-Louis qui commence à recevoir les différentes délégations devant prendre part au tournoi international. Le comité d'organisation de cette 19e édition est à pied d'œuvre depuis à quelques heures de l'événement. Justement, Morfaï, président de la Ligue de judo du Nord, qui en tout cas est très confiant. Il est membre du comité d'organisation. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Diallo. La situation a un peu évolué parce que peut-être lors de la deuxième conférence de presse qu'on a tenue au stade Mawadouad, on était à 20%. Ça a quand même évolué et on est pratiquement fin prêt à l'organisation du tournoi de judo. Bon, il y a les délégations qui commencent à venir. Il y a le Mali qui va venir aujourd'hui. Presque toutes les délégations vont venir aujourd'hui. Il y a déjà la Gambie qui est là. La Mauritanie est en cours de route et donc les équipes de Dakar sont en cours de route aussi, quoi. Voilà, la vieille ville capitale du judo africain le week-end prochain. La finale des championnats du championnat national d'esclaves. Et là, nous en sommes aux Nouvelles Brèves. C'est donc samedi, donc 4 mars à 15h. Justement, il y aura à Mermoz, c'est à l'IAM, des parties surtout de dupliquettes. Et puis, il y aura 4 parties également de 2 minutes, toutes les catégories confondues. Du Fouvinam Vieux-Tvo Daou, c'est la fin du stade international aujourd'hui. C'est donc à l'initiative de la Fédération mondiale de la discipline qui a désigné le Sénégal pour l'organisation de ce stade et un passage de cadre. Ainsi donc, ils ont participé, les Sénégalais, les Mauritaniens, mais aussi les Maliens. Marianne Senghor. Merci Tandakha Ndiaye, c'est donc tout pour le sport. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui se prononce pour la première fois sur les actions de la CEDEAO, mais aussi le rôle du Sénégal dans le dénouement de la crise post-électorale en Gambie. Il dit croire que l'avènement du président Adama Barrow permettra la construction du pont de Farafenni. Mankeur Ndiaye est interrogé par Khali Amadou Narfal. Quel est l'enjeu pour le Sénégal et la Gambie de cette première visite officielle du chef de l'État Adama Barrow à Dakar? Je pense qu'il faut s'en féliciter que le président Adama Barrow ait décidé, quelques semaines après sa prise officielle de fonction, d'effectuer sa première visite officielle au Sénégal. Il faut s'en féliciter. Le président Macky Sall, vous vous souvenez qu'en 2012, après son élection, il avait décidé, bien qu'il ait reçu d'autres invitations pour effectuer des visites dans d'autres pays, il avait décidé d'effectuer sa première sortie officielle en Gambie. Cela montrait déjà l'importance stratégique qu'il accordait à la relation Sénégal-Gambie. Il a tout fait durant ces 5 dernières années pour pacifier les relations entre le Sénégal et la Gambie, les élever à un niveau stratégique. Il a tout fait, mais dans l'autre partie, il n'y avait pas de répondant. Aujourd'hui, avec le président Barrow, je pense que tout le monde en convient, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la relation Sénégal-Gambie. Les deux chefs d'État ont eu de nombreux échanges à la faveur du séjour du président Barrow ici au Sénégal, de nombreux échanges sur la manière d'intensifier, d'étendre, d'approfondir, de consolider la relation Sénégal-Gambie.
Et cette visite du président Barrow permettra de franchir des pas nouveaux vers le raffermissement de cette relation Sénégal-Gambie par les différents accords qui vont être négociés et certainement signés au terme de la visite et par le communiqué conjoint que les deux parties sont en train de négocier. Le Sénégal et la Gambie, c'est un seul peuple sous deux administrations différentes dues à la colonisation. Il faut que très rapidement que nous puissions dépasser cet héritage et bâtir une relation forte. Le Sénégal et la Gambie, c'est avant la CEDEAO. Donc il faudrait qu'on puisse nous développer des types de rapports, signer des accords qui dépassent du point de vue de la qualité, même les rapports qui nous lient dans le cadre de l'espace CEDEAO. Souligner le rôle décisif que le président Macky Sall a joué dans l'issue pacifique de la crise gambienne, parce que dès le début, il avait fait bien comprendre au président Jammeh que sa décision ne pouvait pas prévaloir sur le choix souverain du peuple gambien de tourner la page. Et il avait fait prendre toutes les initiatives nécessaires, d'abord au sein de la CEDEAO, ensuite au sein de l'Union africaine et au niveau international, au sein du Conseil de sécurité. Toute la communauté internationale a adhéré à la position du Sénégal et l'a défendue. Et ce qui a fait que le Sénégal a pu obtenir une résolution du Conseil de sécurité votée à l'unanimité qui exigeait le départ du président Jammeh et qui permettait l'usage de tous les moyens, si les moyens politiques échouaient, l'usage des moyens, y compris militaires, pour faire partir le président Jammeh. Avec le recul, comment analysez-vous cette démarche-là du Sénégal? Il n'y a pas eu de triomphalisme malgré que le Sénégal était du bon côté du droit international. Le Sénégal a communiqué très peu avec sobriété. Pour quelles raisons? Oui, parce que nous avons fait ce que nous devions faire au départ et ensuite nous avons laissé le soin à la CEDEAO de parachever le travail. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans l'espace CEDEAO et que la CEDEAO également s'occupe du règlement des crises et la CEDEAO s'intéresse aux processus électoraux dans les différents pays. Dès que nous avons exprimé notre position, nous l'avons fait partager par la CEDEAO et nous avons laissé la CEDEAO faire le reste. La CEDEAO entrer en interaction avec l'Union africaine, entrer en interaction avec les Nations unies pour aboutir à cette résolution extrêmement importante qui est historique que toute la communauté internationale a salué. À Genève, j'ai rencontré le haut commissaire aux droits de l'homme, j'ai rencontré le président de la Croix-Rouge internationale. Ils ont tous salué le leadership et l'engagement du Sénégal dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Et surtout la manière extraordinaire avec laquelle la crise gambienne a été réglée pacifiquement sans verser aucune goutte de sang. Vous avez été avec le Premier ministre, le ministre du Budget, Mangara. Nous étions témoins de cette première pause officielle devant la vice-présidente Aïssatou Ndiaye Seydi. Est-ce que, monsieur le ministre, vous croyez que cette fois, c'est la bonne pour la construction du pont de la Sénégambie à Farafenni? Je le crois sincèrement. Cette question a déjà fait l'objet d'échanges entre les présidents Macky Sall et Barrow. Elle fera encore l'objet d'échanges lors des entretiens en tête-à-tête et élargis aux deux délégations entre le président Macky Sall et le président Barrow. C'est une question importante et elle figure en bonne page également dans le projet de communiqué conjoint que nous sommes en train de négocier avec la partie gambienne. Et nous pensons qu'il faut diligenter et finaliser la construction du pont qui nous permet d'assurer non seulement la continuité territoriale du Sénégal, mais de fluidifier les échanges commerciaux, les échanges humains entre le Sénégal et la Gambie. Ça, c'est un projet extrêmement important. Les premiers ministres du Sénégal et la vice-présidente gambienne avaient déjà posé la première pierre il y a presque 2 ans. Mais depuis la première pierre, une seconde pierre n'est pas venue s'y ajouter. Et donc les choses du pont, je crois que c'est la volonté politique qui manquait de l'autre côté. Aujourd'hui, elle est là, forte, réaffirmée, et nous pouvons espérer que dans les délais très courts, ce pont sera construit. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, je vous remercie. Radio Sénégal, la revue de presse. La revue de presse, c'est avec Aaron Diouf. Visite officielle de Adama Barrow, Sénégal-Gambie. Le quotidien national salue ce nouvel élan. Le processus de construction du pont qui sera accéléré, écrit Le Soleil, détermination contre le trafic de bois et de drogue. Et cet appui pour une solution à la crise casamançaise. Macky Sall et Adama Barrow réinventent, selon l'observateur, la Sénégambie, se félicitant de ce qu'il appelle une nouvelle donne. Enquête quotidien insiste sur cette signature d'accords bilatéraux entre le Sénégal et la Gambie. Des accords de la vie de Hassan Samb qui ont levé tous les obstacles qui ont toujours entravé les rapports de bon voisinage entre les deux pays sous le régime de Yaya Jammeh. Rise, excellent, cher, etc. Et ironise le biétiste de Vox Populi. Yaya, etc. Jammeh, etc. Oui, en 22 ans, les deux pays se sont éloignés de l'idéal sous nous Gambiens. Même maintenant, soupir Vox qu'il a été viré. Place
à la normalité. Ce que le nouveau président gambien sait et cultive, oui, Barrow, c'est ce qu'il doit au Sénégal et ce qu'il en attend, estime Al-Ham, pour qui il ne s'aliénera donc pas le soutien de ce pays qui enveloppe le sien, Dakar et Banjul, qui se sont dit oui pour tout ou presque des sujets selon le quotidien à enjeu majeur. Un remariage donc selon Sucre Salé après le départ de l'enfant de Kanilaï qui avait, rappelle mon confrère, plus des noms à la bouche. Heureux ménage, s'exclame le quotidien, et pourvu que ça soit pour le meilleur et pour le pire. Enchaîne mon confrère qui revient sur ce nouveau couple heureux qui avait déjà célébré son amour lors du Independence Day en Gambie. Et le voilà conclu, Sucre Salé, le voilà, ce couple qui poursuit sa lune de miel à Dakar par une visite d'amitié. Et puis, le procureur de la République parle. Serigne Bassirou Gueye va parler cet après-midi pour dire quoi au juste, se demande la tribune. En tout cas, ce qui est sûr, estime mon confrère, dans ce contexte très chargé en dossier, Serigne Bassirou Gueye ne manquera pas de sujet. Les conférences de presse du procureur de la République étant si rares, souligne le quotidien de des médias. Écoutons attentivement conseil la tribune, surtout que détaillant les notes secrètes du procureur, l'observateur quotidien confie ce matin que le procureur près le tribunal de grande instance de Dakar va surtout faire la cure des affaires qualifiées de politique. Il se penchera ainsi sur les dossiers de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, informe l'observateur, le meurtre de Ndiaga Diouf, l'attaque de la maison du Parti socialiste, sans oublier celui du divorce entaché de faux et usage de faux de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Merci Aaron Diouf, c'est la fin de cette édition. Journal réalisé par Benoît Badiane avec à la technique Diek Diam Diouf. Vous aviez au CDM Ousmane Diop et au micro Ibrahima Sadé et Marianne Senghor. Merci de votre fidélité. Au revoir.